c'est lancé. J'attends le message, voilà. Donc, bonjour. Nous sommes le 31 août 2021 pour ce cours de critique du premier semestre de 2021. Voilà. Donc, bonjour. Et ouais, je vais partager déjà l'écran ici. Et j'ai un mot à vous dire avant de commencer. Et voilà. Voilà. Et donc, l'objectif du cours d'aujourd'hui est de parler de cette querelle, encore une autre, entre la critique scientifique et la critique impressionniste. Et non, Isabelle, par rapport aux activités, je suis en retard et je m'en excuse. Parce qu'en fait, il faut tout d'abord préparer une activité. Je vous montre ici. Voilà, oups. Ici, d'abord une activité sur les règles d'art, classicisme et romantisme. Je n'ai pas encore préparé cette activité. Je vous ai promis cette activité pour la semaine dernière, mais Caetano a été vacciné contre la méningite, et ce vaccin cause des réactions. Et nous avons eu une semaine difficile avec lui. Et en plus, j'ai eu une semaine chargée, et quand je me suis rendu compte, c'était déjà le week-end. Et j'ai un deuxième motif de m'excuser encore, c'est que je me suis rendu compte hier que j'avais pas encore mis les textes concernant cette unité. Et quand j'ai vu que c'était trop compliqué en fait, c'est-à-dire j'aurais besoin de plusieurs textes, j'ai décidé de faire les cours aujourd'hui sans les textes et vous indiquer quelques lectures après pour l'activité. D'accord? Mais cette semaine, je vais organiser tout ça. Je vais poster les deux activités et je vais vous donner quelques semaines pour les répondre. D'accord? Donc, ne t'inquiète pas. Et Isabelle, tu as été mon élève le semestre dernier. Donc, je sais que je n'ai pas l'habitude euh, de vous causer des dommages ou de problèmes concernant la discipline si c'est moi la cause du problème. Donc, si moi je suis en retard, je vais vous donner encore plus de temps pour faire ces activités. D'accord? Et, et encore par rapport à la semaine dernière, j'ai décidé de ne pas commenter Baudelaire. Parce que d'une certaine façon, ça va plus ou moins dans le sens de la discussion autour de Stendhal et de Victor Hugo. Par contre, je vais partager une vidéo sur la modernité chez Baudelaire. Et comme ça, vous aurez quand même une idée de la conception de modernité et de la critique de Baudelaire aussi. Parce que, comme vous allez voir, le cours d'aujourd'hui sera bien chargé, bien farci, pour utiliser un mot de la culinaire, réchal. Donc, parce qu'il y a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Cela dit, on commence donc aujourd'hui ce débat entre la critique scientifique et la critique impressionniste. Et c'est pas moi qui l'appelle, il y a un débat entre
des critiques qui représentent la critique scientifique et d'autres qui représentent la critique impressionniste. Et ce sera un débat tellement chaleureux que ça deviendra encore une nouvelle querelle. Nous avons déjà commenté ici la célèbre querelle des anciens et des modernes, qui avait une différence, ça marquait une différence temporelle entre l'art ou la littérature faite par les anciens et le renouveau ou la création de nouvelles règles pour l'art moderne ou la littérature moderne. J'avais commenté aussi d'une querelle entre les classiques et les romantiques. C'est la discussion que nous avons entretenue la semaine dernière. La querelle des romantiques et des classiques sont, moi je dirais qu'elle est encore une querelle basée sur l'imitation ou la rénovation, c'est-à-dire la création d'une nouvelle littérature. C'est-à-dire que quand on a parlé, pour laisser les choses bien claires ici, parce que parfois ce que je dis, je l'ai dit de façon confuse. La querelle des anciens et des modernes et la querelle des classiques et des romantiques, les deux querelles sont encore basées sur les règles de la production artistique. C'est-à-dire, elles sont basées sur pour ne pas compliquer, elles sont basées sur les règles de la littérature. C'est-à-dire, il faut continuer à imiter les classiques ou les anciens, ou il faut faire quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Et quand on parle aujourd'hui, le sujet du cours d'aujourd'hui, d'une querelle de la critique impressionniste et de la critique scientifique, nous sommes déjà du côté de l'analyse de l'œuvre littéraire. Et ici, maintenant, la semaine dernière, Daniel m'a posé une question dérangeante qui a changé les cours, la direction du cours de la semaine dernière, mais qui a été très importante pour expliquer quel était l'objectif de ces cours de critique littéraire française. C'est-à-dire que jusqu'à la semaine dernière, on parlait encore d'une façon ou d'une autre de règles des créations littéraires. C'est-à-dire comment les écrivains définissent la littérature. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, nous allons nous placer d'un autre côté. Nous allons nous placer du côté de l'analyse de l'œuvre littéraire, de l'interprétation de l'œuvre littéraire, de la description de l'œuvre littéraire. À partir de maintenant, dorénavant, nous allons entrer dans le domaine même que nous connaissons aujourd'hui de l'étude ou des études littéraires. D'accord? C'est plus ou moins comme si on le sait de côté, où on va laisser les écrivains libres de faire ce qu'ils veulent au niveau de la production artistique et on va s'occuper de comment on lit la littérature. Si on va utiliser des critères objectifs et scientifiques ou si on va utiliser des critères subjectifs et impressionnistes. D'accord? Cela dit, on entre dans les cours, dans le sujet du cours d'aujourd'hui. Je vais commencer et vous allez voir, en fait, c'est très important. Je considère les cours d'aujourd'hui comme un tournant, un divisor de águas, parce que il y aura quelques éléments
de ces deux courants critiques, scientifiques et impressionnistes, qui vont ou qui seront des développements de ce que nous avons discuté jusqu'ici et qui vont préparer la théorie littéraire du XXe siècle et la façon ou la façon dont on étudie la littérature aujourd'hui. D'accord? Et je crois que j'ai un chat qui va sortir. Non, pour l'instant, il est tranquille, laissons-le devant la porte. Cela dit, je vais commencer par Hippolyte Taine et le positivisme dans la littérature, c'est-à-dire, comme je dis ici, un désir des sciences, n'est-ce pas? Et nous avons ici, d'un même côté de la critique scientifique, Hippolyte Taine et Ferdinand Brunetière. Ce sont les deux représentants de la critique scientifique qu'on va utiliser ici. Et de l'autre côté, je vais parler aujourd'hui tout simplement de Jules Lemaître. Je ne vais pas parler d'Émile Faguet. OK? Pour avancer ou anticiper quelque chose, il y a un débat entre eux. Surtout entre Jules Lemaître et Brunetière, et un débat de critique mutuelle, d'accord, très intéressant et qui fait évoluer les choses. Donc, tout au début, on commence avec Hippolyte Taine. Donc, deux secondes. Voyons ici. Ouais, je commence ici avec ce livre de Hippolyte Taine. Ce livre s'appelle Histoire de la littérature anglaise. Et ce qui nous intéresse, évidemment, ce n'est pas ce qu'il va dire à propos de la littérature anglaise, mais la méthodologie qu'il va présenter dans cet ouvrage. C'est un livre, comme vous voyez ici, de 1866, et on commence ici. Il y a quelque chose, je ne vais pas entrer dans certains détails de la discussion de Taine, mais ça nous sert à situer la problématique. Et tout d'abord, peut-être vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de positivisme. Peut-être oui. Et la devise que nous avons sur notre drapeau brésilien, ordre et progrès, ordre et progrès, c'est une devise positiviste, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a quelques principes philosophiques et le philosophe positiviste par excellence est Auguste Comte. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ce philosophe. Et c'est une philosophie à la base rationaliste et qui croit à cette notion de progrès historique. C'est-à-dire qu'il y a une évolution des sciences, des mœurs, mœurs comme modus, costumes, talvez costumes seja uma boa tradução para mœurs. Et cette conception philosophique défend ou croit à cette notion de progrès scientifique, moral, artistique, etc. Et Taine est un représentant dans la critique littéraire de ce courant philosophique positiviste. Et il va associer ou appliquer cette méthode positiviste dans la littérature. Et cette vision de monde philosophique positiviste pense à l'évolution de la société par rapport à trois piliers. Moi, je pourrais placer ces trois piliers.
piliers, pilares. Okay? C'est la race, le moment et les milieux. La race va définir ce qui est propre à un peuple. À partir de cette notion de race, qu'aujourd'hui on préfère ne pas l'utiliser pour des questions, des discussions raciales, etc. Mais on est là encore au 19e siècle, n'est-ce pas? Et dans la pensée sur l'histoire au 19e siècle, nous sommes dans un moment où on s'approprie des sciences naturelles et des sciences biologiques, n'est-ce pas? Et donc, on va essayer d'expliquer l'évolution sociale à partir de certains critères qu'on est capable de démontrer dans les sciences naturelles, n'est-ce pas? Et la grande influence est évidemment l'évolution des espèces des Darwin, d'accord? Et donc, Hippolyte Taine va se baser sur ces trois piliers. La race, pour simplifier les choses, on peut même dire que la notion de race, elle va presque s'associer à une idée des nations après, n'est-ce pas? C'est-à-dire que comme si les Brésiliens étaient une race, les Français une autre, d'accord? Je sais que le terme aujourd'hui est problématique, mais c'était le terme utilisé par Taine au 19e siècle. Le deuxième pilier, c'est les milieux. C'est-à-dire qu'un certain endroit géographique définit aussi la société, les événements sociaux, la progression scientifique, etc. Et l'autre, c'est les moments historiques. Donc ça, c'est quand on se sert de ces trois piliers pour expliquer l'histoire générale, peut-être ça va, l'histoire sociale, n'est-ce pas? Parce que, par exemple, la démocratie au Brésil a une conformation, en France, une autre. La démocratie aujourd'hui, en 2021, est différente de la démocratie que nous avions dans les années 90. Ça, c'est juste pour vous démontrer comment la temporalité va jouer un rôle, la géographie va jouer un autre rôle, et ce qu'il appelle la race va jouer encore un autre rôle. Et il va appliquer ces trois piliers à la littérature. Le problème de Taine, c'est que ça donne à l'histoire, parce que l'histoire tout court, l'histoire sociale, l'histoire de l'humanité, assez souvent, on l'explique à partir de causes et des conséquences. N'est-ce pas? Quand on va étudier, par exemple, la Révolution française, on va étudier l'Ancien Régime, comment il était, les tensions existantes à l'époque, la transformation sociale avec la Révolution française, et ensuite, quelles sont les conséquences de ces transformations. Et donc, on pourra parler de une France ancien régime, l'époque de la Révolution, et cette époque après la Révolution, n'est-ce pas? Et on peut expliquer la Révolution française à partir des causes de cette tension de l'Ancien Régime. Le problème, c'est que la littérature et l'art ne s'expliquent pas tout simplement de cette façon-là. Donc, l'explication de Taine, elle est très intéressante et elle va appliquer une méthode scientifique à l'explication de l'histoire littéraire. Et comme on peut se mettre d'accord ici, prenons les trois piliers de Taine. La race comprise ou entendue
comme presque un caractère national propre à un peuple, va définir quelque chose. Par exemple, ce qu'on dit la couleur locale, n'est-ce pas? Genre la musique brésilienne, le rock anglais, n'est-ce pas? On peut avoir un rock brésilien et un rock anglais. C'est différent parce que nous sommes brésiliens, ils sont anglais, n'est-ce pas? Donc il y a d'abord cela. Il y a un moment, c'est-à-dire on comprend la littérature comme un phénomène historique, c'est-à-dire que à un moment donné, la littérature va se manifester d'une façon, dans un autre moment, elle va se manifester différemment. Au début du XXe siècle, nous avons eu les avant-gardes. Aujourd'hui, nous avons une autre chose, n'est-ce pas? Et les milieux. Les milieux ici, on peut comprendre. C'est important de comprendre les milieux presque comme un milieu social, pas tout simplement comme cette différence de nationalité. Les milieux sociaux, d'où vient l'écrivain. Genre, s'il est noble, s'il est bourgeois, s'il est prolétaire, ouvrier, etc. Donc, vous voyez que si on prend ces trois piliers de Taine pour expliquer la littérature, on arrive à expliquer la littérature, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'œuvre littéraire, selon Taine, sera le résultat de la confluence d'une race, d'un moment historique et d'un milieu social. Le problème de cette conception, c'est qu'elle est déterministe. Elle va expliquer la littérature d'une façon très générale, mais on va voir qu'elle n'est pas capable d'expliquer la littérature de façon particulière ou de façon particulière, dans les détails. Pourquoi? Parce qu'on peut voir, oui, Ilana. Ah oui, j'ai une question. Cette méthode est utilisée pour analyser les personnages, l'œuvre, ou l'écrivain aussi, ou les deux? On peut utiliser pour les deux, oui, mais assez souvent, parce qu'en fait, moi, je préfère, au lieu de dire qu'on peut l'utiliser pour expliquer l'écrivain et l'œuvre, peut-être elle explique mieux le système littéraire. Parce que, et voilà le problème de ces genres de méthodes. Parce qu'elle va expliquer l'œuvre à partir de l'écrivain. Et elle finit par expliquer l'œuvre à partir de l'écrivain. Parce que l'écrivain est un homme provenant d'une race, parce qu'il est né dans un milieu ethnique, social, etc., à un moment donné, dans un milieu social. Et par conséquent, l'art qu'il va produire sera celle-là. Donc, ça explique le... Souvenez-vous, nous avons parlé de Sainte-Beuve et sa méthode biographique. Il essayait d'expliquer les portraits ou de décrire les portraits spirituels biographiques de l'écrivain, et comme ça, on était capable de comprendre l'œuvre de cet écrivain. Et maintenant, on laisse de côté la subjectivité ou l'esprit de l'écrivain et on le place dans un milieu plutôt social. Et l'œuvre sera la conséquence. Vous voyez? Et le problème, c'est que on aura des difficultés à expliquer certains aspects, surtout dans les détails de l'œuvre. Et en plus, nous avons vu avec les romantiques le côté du génie artistique, c'est-à-dire l'individualité de l'écrivain, le côté des génialités
d'originalité, de personnalité, d'inspiration d'un écrivain. Où on place cette possibilité si on explique l'œuvre tout simplement comme résultat d'une race, d'un milieu et d'un moment historique. Vous voyez, ça, donc, la question c'est, tu m'as posé la question, ça sert à expliquer l'œuvre, l'écrivain ou un personnage. Si on va expliquer l'écrivain, on peut partir de l'œuvre, qui est la chose concrète, et à partir des éléments de cette œuvre, on est capable d'arriver à l'écrivain et de conjecturer à propos, par exemple, de l'idéologie de l'écrivain. Parce que tout dépend, dans ces cas, du point de départ, si on parle de l'écrivain ou de l'œuvre. Vas-y, Ilan. Non, 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 c'est ça. Mais, donc, l'œuvre a une relation avec l'idéologie de l'écrivain, oui. Oui. Donc, Oui. on ne peut pas effacer l'écrivain pour le déterministe, non, j'ai oublié le nom. Pour le positivisme. Les positivismes. Ah oui, d'accord. Oui, la question, voyons Parce ici. il y a quelques œuvres qui sont un peu polémiques, donc il Oui, faut, comme par exemple Lolite de Nabokov. Donc, oui. c'est l'idéologie de l'écrivain, c'est la chose que l'écrivain pense, n'est-ce pas? Oui, et tu vois, Ilana, par exemple, ce genre de méthode, elle présente quelques limites parce que, supposons, par exemple, quand on étudie la littérature ancienne, comme il y a un problème de, de comment je peux dire ça, comment on dit ça, euh, je cherche les mots ici, même au portugais, je ne l'ai pas, des conservations des textes, c'est ça. Nous avons un problème, nous avons deux problèmes quand on se met à étudier la culture classique. D'abord, c'est la conservation des textes. Parfois, les textes très anciens ne nous arrivent que par fragments, n'est-ce pas? Genre la poétique d'Aristote. La poétique d'Aristote fait référence à un autre morceau du texte sur la comédie qui ne nous est pas arrivé. Donc, il nous semble que la poétique d'Aristote nous est arrivée incomplète. Donc, il y a un problème de conservation du texte. Un autre problème, nous ne connaissons pas forcément les écrivains anciens, aussi en raison des registres. Souvenez-vous, nous avons parlé ici de sublime et je vous ai apporté le traité du sublime de Longin. Et Longin, assez souvent on dit le pseudo Longin parce qu'on n'est pas sûr que le texte a été écrit par ces penseurs ou philosophes connus comme Longin. Donc, on est capable de faire des références ou des inférences à partir du texte pour associer le texte à l'écrivain. Donc, ça, c'est un problème. Mais aujourd'hui, dans la modernité et tout les progrès scientifiques, les bibliothèques, le pouvoir public qui nous aide à maintenir ou à conserver ce patrimoine culturel qui est la littérature, on est capable, par exemple, dans les archives d'écrivains, à avoir aujourd'hui. Et tout ça, c'est du matériau des études littéraires, c'est-à-dire le texte littéraire,
les copies, c'est-à-dire les originaux du texte, les copies, les manuscrits du texte, pour comparer les différentes versions. Nous avons les journaux intimes, les lettres des écrivains, nous avons les carnets des notes, tout ça pour étudier le texte littéraire. Donc, les études littéraires, au moins au sens académique aujourd'hui, englobent tout ce qui a été produit par l'écrivain et en plus, on peut ajouter aujourd'hui les interviews écrites et les interviews audio ou vidéo aussi, c'est-à-dire les discours publics de l'écrivain comptent aussi sur ce qu'on va étudier à propos de son œuvre. J'essaie de ne pas me perdre ici par rapport à ta question. Selon la méthode de Taine, pour être fidèle, loyal à la méthode de Taine, il va expliquer l'œuvre à partir d'une race à laquelle appartient l'écrivain dans un moment historique, le moment historique dans lequel l'écrivain a vécu et le milieu social d'où il parvient. Donc, il va chercher, c'est comme quelque chose qu'on entend assez souvent, la littérature comme représentation de quelque chose. Et ce quelque chose que la littérature représente est les résultats de cette confluence d'une race, d'un milieu et d'un moment historique. Le problème ou la limite de cette méthodologie de Taine, c'est que au niveau des études littéraires, l'œuvre littéraire sera toujours une conséquence. Elle sera déterminée par race, milieu et moment. Tu vois, donc le problème, c'est que pour être vraiment fidèle à la méthode, on va toujours expliquer l'œuvre littéraire à partir de ces trois piliers. D'accord? Donc, vous voyez que quand on parle de critique littéraire et Taine, Hippolyte Taine, nous sommes encore dans un moment où les études littéraires ne sont pas totalement autonomes. Os estudos literários ainda não são totalmente autônomos. C'est-à-dire, on utilise des règles ou des méthodes qui viennent d'un autre espace de connaissances, d'un autre domaine de connaissances, c'est-à-dire la philosophie, l'histoire scientifique, etc. Et le problème de ce genre de méthode, c'est qu'elle est réductionniste. Elle va réduire la potentialité de la littérature. Parce que si la littérature est la représentation ou la conséquence de race, milieu et moment, il n'y a pas d'espace au génie artistique, à l'inspiration, à l'innovation subjective de l'écrivain. Vous voyez qu'il y a un problème là-dessus. N'est-ce pas? Ça sert à expliquer plus ou moins, comme je disais, le système littéraire, grosso modo, c'est-à-dire à partir des généralités. OK? Voyons ici s'il y a quelque chose à commenter de cette introduction de Taine. Ah oui, quelque chose encore important dans cette page-là. Les documents historiques ne sont que des indices au moyen desquels il faut reconstruire l'individu visible. Vous voyez qu'ici, il considère la littérature comme un document historique. Et la littérature est un indice au moyen desquels il faut reconstruire l'individu visible. Le but de Taine est de reconstruire l'écrivain à partir de son œuvre. C'est-à-dire que, comme j'avais dit dans d'autres termes, à partir de
l'observation et la reconnaissance des valeurs, des idéologies présentes dans l'œuvre, on sera capable de expliquer qui était l'écrivain. Et en plus, quelque chose de très important ici par rapport à Taine. À partir de l'analyse littéraire, comprise, entendue comme la littérature comme un document historique qui sert comme indice pour expliquer pour expliquer l'histoire de la sensibilité d'un moment donné. C'est clair ça? C'est-à-dire que on recule dans les temps, on va analyser les œuvres du romantisme, par exemple, et à partir de l'analyse de plusieurs œuvres romantiques, on sera capable de expliquer comment était la sensibilité à cette époque-là. Comment les gens aimaient, et quand je parle de sensibilité, c'est comment les gens vivaient leur vie, comment ils aimaient, comment ils mouraient, comment ils vivaient leur vie, l'amour, etc. Et il y a un problème, je vais te donner la parole, Ilan, parce que ici, j'essaye de vous expliquer la méthode de Taine et de montrer en même temps les limites ou les problèmes. Prenons par exemple les livres Madame Bovary. Si vous connaissez l'histoire ou si vous avez déjà lu le texte, vous savez que, ou si vous ne le savez pas, je le dis maintenant, c'est l'histoire d'une femme dans la campagne en France vers 1850 qui se marie avec un médecin pratique, il n'était pas vraiment un médecin, qui n'est pas content de son mariage et qui aura des amants. Et elle finira par se tuer à la fin. Et le roman Madame Bovary a fait scandale à l'époque. Pour plusieurs raisons. Et une des raisons du scandale, c'était l'infidélité matrimoniale de Madame Bovary, d'Emma Bovary. Donc, vous voyez que les romans de Madame Bovary n'expliquent pas s'il a fait scandale à l'époque, c'est-à-dire que les mœurs, les habitudes de l'époque n'étaient pas conformes au roman. Les romans étaient une innovation à la façon de sentir, de vivre le mariage, par exemple. N'est-ce pas? Donc, il y a un problème parce que il y a un problème parce que certains ouvrages ne vont pas expliquer les moments. En fait, ils vont rompre avec les moments historiques. Ils vont introduire une nouvelle sensibilité, une nouvelle façon de penser, de réagir, d'aimer, etc. Vous voyez? Donc, certains ouvrages vont être représentatifs d'un moment historique, mais d'autres vont rompre avec la sensibilité du moment. Donc, la méthode de Taine explique la littérature d'une certaine façon, mais d'autre côté, elle va avoir des limites et elle ne sera pas capable de tout expliquer. Si on suit cette méthode, on peut avoir une idée de la sensibilité du moment, mais en même temps, on est capable d'avoir d'autres ouvrages qui vont démontrer en fait une rupture avec une certaine sensibilité. D'accord? Ilan, tu veux me poser une question? Donc, l'accent est sur l'esprit de temps, pas sur l'œuvre. Pas sur oui, l'œuvre. Oui, on pourrait dire ça. Ouais, très bien. D'accord. Oui. Il essaye de reconstruire un moment historique à partir des œuvres, comme si les œuvres étaient
une photographie de la sensibilité du moment. Ah oui. C'est-à-dire que la littérature représente le moment dans lequel elle a été faite. Vous voyez? Genre, ouais, c'est ça. Je ne vais pas chercher d'autres exemples. Je vais juste vérifier ici. Non, je n'ai rien ajouté ici. Essaye de critique encore de Taine, peut-être ici. Et une autre chose. Mhm. Donc, la littérature, pour le positiviste, déterministe, sans S, est comme l'histoire. Oui, Et comme l'histoire, non, c'est un... Oui, c'est l'histoire. oui, mais il y a un problème moi je dirais que dans cette méthode de Taine, il y a un problème de principe, un problème de principe, c'est-à-dire de prémisse, parce qu'il va considérer les œuvres comme des faits, comme fatos, comme des documents Oui, historiques. C'est ça. oui, documents historiques. Et j'ai lu un texte en littérature portugaise modernisme et un article qui discute cette question entre la différence entre poésie et histoire. Et c'est d'Aristote. Aristote, c'est ça? Le nom Aristote, oui. français? Oui, donc l'auteur fait la différence entre ces deux choses à partir de la vision d'Aristote. Et oui, c'est ça. Je pense que c'est un peu étrange. Oui, La- et les mélanges. pardon, Les mélanges. pardon, je parlais en même temps et je t'ai pas écouté. Non, c'est ça, c'est ça. Non, mais répète s'il te plaît, parce que je ne t'ai pas écouté. Non, je pense que c'est un peu étrange le mélange les déterministes, oui, déterministes font entre les documents historiques, la littérature et des choses comme ça. Oui, et je vais juste faire une précision ici, Ilana. Le terme déterminisme, il est beaucoup plus large et il dépasse le positivisme. D'accord? Oui, Le positivisme, c'est un courant philosophique déterministe, mais nous en avons d'autres. Par exemple, on peut considérer la psychanalyse ou la critique psychanalytique comme une méthode déterministe. Comment la critique psychanalytique sera déterministe? Les traumatismes que nous avons eus ou que nous avons, ou l'œuvre d'art, l'œuvre littéraire sera un résultat de notre inconscient. Et pas, vous voyez que si on considère de cette façon, comme nos actes personnels dans notre vie sont les résultats de l'inconscient et des traumatismes que nous avons, c'est-à-dire que l'œuvre est les résultats presque inconscients qui nous échappent. Donc, il sera la représentation des traumatismes et des complexes, comme les complexes d'Édipe, etc. Et pas les résultats d'un acte créatif, d'un acte volontaire des productions artistiques. Tu vois? Donc, il y a d'autres courants qui sont aussi déterministes. Genre, la critique marxiste, elle est aussi déterministe. Mais le déterminisme de la critique marxiste sera par rapport à la classe sociale. C'est-à-dire que, en tant que, genre, moi, comme fils d'un fonctionnaire public, homme, hétérosexuel, etc.,
forcément, je vais analyser, je vais voir la vie et je vais produire la littérature ou ma façon de donner des cours sera le résultat de la classe sociale à laquelle j'appartiens. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs courants qui sont déterministes de différentes façons. D'accord? Et ici, en fait, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, il y a un double mouvement dans ces cours de critique. Nous avons, j'essaye de vous montrer l'histoire de la critique et j'entre dans l'individualité de certains moments de la critique pour vous expliquer la méthode et comment il considérait l'œuvre littéraire. D'accord? Donc, j'essaye de montrer dans l'individualité de certaines critiques ou de certains courants de la critique, individuellement, comment ils comprenaient l'œuvre littéraire. Mais j'essaye aussi de vous montrer de façon historique comment la critique littéraire s'est développée ou s'est déployée au fil de l'histoire. Donc, d'une certaine façon, la méthode de Taine, je peux pas... en fait, la grande contribution de Taine a été de développer une méthode claire, objective, en appliquant à l'histoire littéraire la méthodologie du positivisme, de la philosophie positiviste. Parce que nous avons vu avec Madame de Staël la littérature, souvenez-vous, le titre de l'œuvre, c'était de la littérature en rapport avec les institutions sociales. Institutions sociales, la religion, la morale, etc. Donc, vous voyez que pour Madame de Staël, il y avait déjà un rapport entre la littérature et les institutions littéraires. N'est-ce pas? D'autre côté, Sainte-Beuve, la méthode biographique, il y avait un rapport de la biographie de l'écrivain et de l'œuvre littéraire. Donc, il y avait un déterminisme de la biographie de l'écrivain vers l'œuvre écrite, par exemple. Et maintenant, nous avons avec Taine une méthode plus claire. Quand je parle de méthode plus claire, c'est-à-dire que ça devient un discours académique, scientifique, universitaire. D'accord? Daniel, est-ce que tu veux dire quelque chose? Ah, non, pardon. J'ai touché au bouton. Pardon. Ouais, d'accord. Non, c'est pas grave. Donc, c'est clair maintenant. Donc, déterminisme, c'est quelque chose qui dépasse le positivisme et on va voir encore dans le... je vais privilégier au XXe siècle la critique sociologique et la critique féministe. La critique féministe est déterministe aussi, en quelque mesure, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la littérature faite par les femmes sera d'une certaine façon. Donc, c'est-à-dire que le sexe de l'écrivain va déterminer plus ou moins sa façon d'écrire. En fait, le plus important à retenir ici, c'est que cela n'est pas une vérité absolue. Quand je parle de méthode, ça c'est important à dire aussi. Quand on parle de méthode, l'étymologie du mot méthode est chemin. Donc, c'est le chemin qu'on choisit pour expliquer quelque chose. Dans notre cas ici, pour expliquer l'œuvre littéraire. Je peux choisir un chemin pour expliquer l'œuvre littéraire à partir de la biographie de l'auteur ou à partir du texte. Vous voyez? Et si je choisis de partir du texte, je vais faire un chemin différent. Je vais choisir une méthode différente. Et méthodologie, vous voyez, c'est logos, logie et méthode. Donc, c'est le discours sur le chemin. Quand on parle de méthodologie, c'est l'explicitation
chemin, du chemin choisi pour analyser une œuvre littéraire. En fait, ça c'est important, ce que j'ai dit là, parce que c'est ce que vous allez faire comme travail final. Je vous ai demandé pas d'analyser une œuvre littéraire, mais d'expliciter comment vous envisagez analyser une œuvre littéraire. Donc, c'est un discours, c'est expliquer par écrit, comment vous envisagez, comment vous considérez analyser une œuvre littéraire, du point de vue social, du point de vue individuel, subjectif, biographique, de sexe, psychologique. Donc, c'est ça, en fait. Ilana? Et on peut choisir plus d'un schéma ou non? Ça dépend, Ilana, du temps que vous avez et de votre objectif. Je dis là, j'imagine que ta question, c'est sur le travail, n'est-ce pas? Pas seulement. Oui, parce que, par exemple, imaginez que vous allez écrire un article pour envoyer à une revue académique. Normalement, le format article se compose ou se fait en 15 pages. Donc, vous avez une limite réduite de pages pour expliquer plusieurs choses. Et donc, peut-être, il faut cibler ce que vous voulez. Pour faire une thèse de doctorat, vous avez 4 ans et il n'y a pas de limite de pages. Ça dépend de votre capacité d'écrire. Donc, nous avons des thèses de doctorat à 150 pages, 200 pages, comme nous avons des thèses de doctorat à 400, 500 pages. Donc, si vous avez de la laine fôlego pour écrire 500 pages dans une thèse de doctorat, vous arrivez à parler de plusieurs choses en même temps. Tu vois? Et donc, Ilana, ça dépend de ton objectif, de l'espace que vous disposez, ou de l'espace dont vous disposez, et du temps que vous avez pour analyser et écrire ce que vous voulez faire. Par exemple, pour le public, tu as 12 pages. N'est-ce pas? Donc, c'est ça. D'accord? Et ici, j'ai projeté la préface, en fait, de ce essai des critiques et d'histoire. Donc, vous voyez que c'est un recueil de textes de Taine sur la critique et sur l'histoire. Et donc, dans la préface, il va parler ici, et je ne vais pas insister plus dans la discussion sur Taine. Je vais lire ici, cette première partie, et puis ici tout en bas. Donc, plusieurs critiques m'ont fait l'honneur tantôt de combattre, tantôt d'approuver ce qu'ils veulent bien appeler mon système. Je n'ai point tant de prétentions que d'avoir un système. J'essaye tout au plus de suivre une méthode. Et vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que Taine va placer la critique littéraire du côté de la science. Et quand je dis qu'il place la critique du côté de la science, il va assumer un discours scientifique pour parler de la littérature. D'accord? Ça, c'est important et ça va devenir plus clair quand on verra l'opposition de la critique impressionniste. D'accord? Et donc, j'essaye tout au plus. Ouais, ça va mieux. Je zoomé encore. Je suis ici, j'essaye tout au plus de suivre une méthode, un chemin. Un système est une explication de l'ensemble et indique une œuvre faite. Une méthode est une manière de travailler et indique une œuvre à faire. J'ai voulu travailler dans un certain sens et d'une certaine façon, rien de plus. La question est de savoir si cette façon est bonne.
Ici, dans cette préface, il va expliquer comment il travaille, comment il fait ses analyses littéraires. Et en fait, il fait cette différence entre système comme une œuvre faite, o sistema como uma obra já feita, acabada, et méthode comme le chemin, c'est une manière de travailler et quelque chose qu'on va faire, n'est-ce pas? C'est les options que nous choisissons pour travailler à partir de maintenant. Et ici, tout en bas, quelque chose d'important. Il est tout entier compris dans cette remarque que les choses morales ont, comme les choses physiques, des dépendances et des conditions. Et ici, vous voyez qu'il va se servir des concepts apportés de la philosophie positive ou positiviste. Et comme vous voyez, je peux expliquer rapidement. Dépendance et conditions. Dépendance, c'est quand une chose dépend d'une autre. C'est bête de dire comme ça, mais une chose dépend d'une autre. Assez souvent dans la science politique ou la sociologie, par exemple, on essaye d'analyser un phénomène social et voir la corrélation entre deux phénomènes. Et quand on analyse la corrélation entre deux phénomènes, on essaye de voir si les deux phénomènes sont totalement indépendants, s'ils sont dépendants ou si un est la condition d'un autre, par exemple. Et ici, il parle de dépendance, c'est-à-dire, je ne sais pas, l'élection du président dépend de l'élection d'un président dépend du vote. C'est ça. Sans le vote, nous n'avons pas l'élection d'un président. Donc, il y a une dépendance. Et condition, c'est comme c'est quelque chose qui vient avant et qui prépare la chose qui viendra. Et donc, il va se servir de ces genres de notions pour expliquer la littérature et l'œuvre littéraire. Et en plus, on peut parler de l'auteur, mais aussi des œuvres. C'est-à-dire que, par exemple, Madame Bovary inaugure d'une certaine façon le réalisme en France. Mais Madame Bovary n'est pas le premier roman réaliste. Et comme condition de Madame Bovary, on peut placer l'œuvre de Stendhal et de Balzac qui ont écrit avant Flaubert et qui ont servi comme condition de l'écriture de Madame Bovary. D'une certaine façon, une œuvre inspire une autre. Il y a toujours ce dialogue entre, parce que les écrivains, évidemment, ils se lisent, n'est-ce pas? Ils auront leur influence. Et le problème ici de cette technique ou de cette méthode de Taine, c'est comme si l'histoire littéraire se faisait de manière linéaire à partir de dépendance, conditions et influence. Il y a un problème dans l'histoire littéraire, c'est que les inspirations d'un écrivain ne sont pas forcément données, je vais dire comme ça, parce qu'il y a un goût de l'écrivain. Quand je parle du goût de l'écrivain, c'est-à-dire l'écrivain, il aura ses propres références. Il aura ses préférences pour certains auteurs et moins de préférences, ou même il va détester certains auteurs et donc le résultat sera le choix de certaines références vont influencer un écrivain d'une certaine façon. Et ces références peuvent venir de l'Antiquité classique ou du mouvement précédent.
tout simplement. Vous voyez, c'est-à-dire que, souvenez-vous, je crois que ça a été la semaine dernière, c'était Émilie qui avait parlé de, je crois que c'était Émilie qui avait parlé de cette généalogie de Légion urbaine et avant Smith, et quelque chose comme ça. Mais vous voyez que, par exemple, si on prend le cas de Renato Russo, disons que Smith a été une grande influence pour sa musique. Il y avait d'autres références qu'il a laissées de côté, n'est-ce pas? Un autre exemple d'un chanteur de la même époque, Cazuza. Vous voyez que Cazuza a commencé dans Barão Vermelho, qui était un groupe de rock, qui avait tout au début une influence du blues, du rock national. Il y avait aussi une irrévérence, etc. Par contre, quand Cazuza quitte Barão Vermelho, il démontre qu'il avait subi une influence, par exemple, de la samba, quand il chante Noël ou Mundão Moinho. Donc, vous voyez que Cazuza, qui était un chanteur de rock jeune, avait une influence qui était traditionnelle de la samba. Et c'est ça le problème, parce que Taine va nous donner une fausse impression de système, d'unité, d'influence, mais en fait, quand on regarde individuellement les écrivains, ils ont beaucoup plus ce que Haroldo de Campos appelle une constellation d'influence. La constellation, comme vous savez, c'est cet ensemble d'étoiles qui nous arrivent en même temps, mais les points de départ de chaque étoile est différent, n'est-ce pas? A gente usa essa imagem da constelação dessa forma, porque a constelação ela chega ao mesmo tempo para a gente, mas o ponto de partida de cada estrela é diferente. Então, quer dizer que eu tenho, estou explicando em português para deixar claro aqui, eu tenho as minhas influências de filósofos, escritores, músicos, mas eu posso ser extremamente influenciado pelo Montaigne, que é do século XVI, como pelo Los Hermanos, que é uma banda dos anos 2000. Então, ambos, Montaigne e Los Hermanos, me chegam ao mesmo tempo, como uma constelação. Está claro isso? Quer dizer que eu faço uma leitura contemporânea a mim, nesse sentido. Né? O texto do Montaigne foi escrito no século XVI, mas eu leio hoje. E eu escuto hoje a música dos Los Hermanos. E isso vai me influenciar ao mesmo tempo, e eu vou fazer uma outra coisa que vai ser a confluência disso. Raison pour laquelle la méthode de Taine elle est intéressante parce qu'elle va inaugurer le déterminisme et l'étude de la littérature comme représentation, n'est-ce pas? Et ça va accorder aux études littéraires cette notion un peu scientifique des études littéraires. Par contre, elle aura des problèmes très sérieux. OK? Je termine la discussion sur Taine et je vais passer à Brunetière. Et je vais faire quelque chose de différent ici, parce que je vais organiser les textes que j'ai utilisés pour la préparation de ces cours dans les archives, dans les fichiers. Mais je vais vous demander de lire ce texte-là pour l'activité. Je vais vous demander de jeter un coup d'œil. Ici, vous avez projeté ici un article, donc ce n'est pas le texte de ces critiques eux-mêmes, mais c'est un article de Thierry Roger qui s'appelle Jules Lemaître et la querelle de l'impressionnisme. Ça, il va parler de la querelle entre Jules Lemaître et Brunetière. Et je vais vous demander de lire aussi
cet article de Antoine Compagnon sur Brunetière. Ici, je vais partager plusieurs textes de Brunetière, un autre écrivain représentant de cette critique scientifique, mais le texte de Compagnon, il est plus direct. Et je vais partir ici du texte de Compagnon pour expliquer rapidement quelques notions de la critique de Brunetière. La question la plus intéressante, c'est que Brunetière a été, si je ne me trompe pas, il a été élève de Taine. Donc, il va être un continuateur de la critique de Taine, de cette critique scientifique. Et quand je parle ici de critique scientifique, souvenez-vous, quand j'ai fait l'introduction au 19e siècle, j'avais utilisé le livre d'Albert Thibaudet, la physiologie de la critique. Dans le livre de Thibaudet, j'avais parlé d'une critique spontanée comme la critique à la base orale. Et cette critique, la critique spontanée, c'est-à-dire les gens comme nos amis, nos parents, nous-mêmes, on lit les livres, on regarde des films, on écoute des chansons et on fait une critique spontanée normalement à l'oral, qui n'a pas de critères scientifiques et c'est basé fondamentalement sur les goûts. N'est-ce pas? C'est-à-dire, quand je dis que la critique spontanée est basée sur les goûts, c'est-à-dire j'aime ou je n'aime pas. Ça me plaît ou ça ne me plaît pas. D'accord? Et puis, Thibaudet parlait d'une critique professionnelle. Cette critique professionnelle, elle était divisée entre la critique journalistique et la critique des professeurs. La critique journalistique, elle va être plus ou moins la critique, elle va être intermédiaire entre la critique spontanée et orale et la critique professionnelle, parce que certains critiques vont écrire régulièrement dans les journaux de l'époque. C'est le cas de Jules Lemaître, d'accord? Le troisième critique qu'on va voir encore aujourd'hui. Brunetière et Taine, ils étaient professeurs. Et je peux vous montrer, voyons ici. Non, ce n'était pas ici. Oui, vous voyez ici, c'est un livre de Brunetière de 1914 qui s'appelle L'évolution des genres dans l'histoire de la littérature. Et juste pour vous montrer, les débuts du livre commencent ici. Je zoome encore. Les 10 leçons qui suivent professées à l'école normale supérieure pendant les mois de novembre et de décembre 1889 ont été rédigées d'après ces notes de cours par Julien Pichon, l'un de mes auditeurs à qui c'est mon premier devoir et un plaisir en même temps que d'en adresser ici tous mes bien vifs remerciements. Donc vous voyez que le livre ici de Brunetière, l'évolution des genres dans la littérature, dans l'histoire de la littérature, est la réunion des leçons professées à l'école normale supérieure. Donc, Hippolyte Taine et Brunetière étaient des professeurs universitaires et leur critique sera une critique professionnelle, académique, universitaire. Et ça, c'est important parce que je vais vous montrer un article de Jules Lemaître, représentant de la critique impressionniste, qui va mettre ça en évidence. D'accord?
Voilà, donc je reviens au texte de Compagnon. Et voyons ici. Je vais le dire de façon rapide, en fait. Brunetière, il va développer, il va continuer la pensée critique de Taine, et il va se servir du paradigme biologique, c'est-à-dire de l'évolution des espèces de Darwin, pour développer sa théorie de l'évolution des genres. Et vous voyez ici qu'il va concevoir, et les grands mérites de Brunetière, c'est qu'il ne va plus expliquer la littérature à partir de la société, de la religion, de mœurs, de la race. Il va laisser tout ça de côté. Il va essayer d'expliquer l'évolution littéraire à partir de la littérature elle-même. Et il choisit un élément de la littérature pour montrer l'évolution. Et l'élément qu'il choisit est les genres littéraires. Nous avons vu tout au début, et vous voyez que maintenant, les choses commencent, comment je peux dire, à se toucher, n'est-ce pas? Parce que nous avons vu avec la poétique d'Aristote un premier ou une première tentative de définition des genres littéraires. La tragédie, la comédie, la poésie lyrique, la poésie épique. Et Brunetière, en fait, il va expliquer l'histoire littéraire à partir de l'apparition des genres littéraires et puis la mort des genres littéraires. Raison pour laquelle il va expliquer que dans la modernité, nous n'avons plus d'épopée, parce que l'épopée était un genre littéraire qui expliquait le mode de pensée ou de vie de l'Antiquité classique. Aujourd'hui, le récit raconté ne se fait plus à la façon épique. Il va se faire à la façon d'un roman en prose qui explique le monde moderne mieux qu'une épopée classique. D'accord? Donc, vous voyez qu'il va essayer d'expliquer l'évolution littéraire à partir de l'évolution des genres. Et cette évolution des genres littéraires, par exemple, on finit par penser à la poésie, le théâtre et le récit. Pardon, la poésie, le théâtre et le récit. Le récit, tout au début, était sous la forme épique. Il va se transformer peu à peu et on finit par avoir les romans modernes. La poésie, je sais pas, lyrique, elle va se développer, elle sera toujours l'expression subjective, n'est-ce pas? Mais elle va devenir une expression de la subjectivité plus radicale avec le romantisme, et au XXe siècle, la poésie lyrique deviendra plutôt l'exercice des langages. N'est-ce pas? Au XXe siècle, la poésie lyrique, elle n'est plus tout simplement l'expression de la subjectivité ou des sentiments, et elle deviendra un espace de réflexion sur le langage lui-même. Professeur, oui. Une doute. Ce développement a un sens d'amélioration? Non. Okay. Ce n'est pas l'essence n'est pas d'amélioration, plutôt d'être plus d'accord au nouveau mode de vie. Ah oui, les changements. Parce que, oui, exactement. Et raison pour laquelle, et ça c'est très bien, tu as dit les changements, et j'ai ici l'article des compagnons projetés, et il va dire ici dans cette phrase, ici, l'accent est mis sur les mouvements, sur les changements
suivant un modèle anthropomorphique. L'évolution des genres est conforme aux trois stades de la vie, l'enfance, la maturité et la décadence. Ce schéma, non les tempéraments de l'artiste individuel qui détermine l'évolution générique. Générique ici como um adjetivo para gênero, tá? E não genérico no sentido de geral, em português. Então, générique como de gênero littéraire. Et dans ce sens, Ilana, c'est-à-dire qu'un genre littéraire, il a une vie comme un organisme vivant. Il va naître, il va se développer, avoir son apogée, et puis il va mourir. Ça, c'est une théorie, d'accord? Et comme en tant que théorie, ça explique certains phénomènes, mais ça n'explique pas autres. Et par exemple, le roman moderne, on peut se demander aujourd'hui s'il il est encore tout simplement vivant ou on est arrivé à un genre littéraire tellement malléable, flexible, souple, que peut-être les romans est devenu, où il est arrivé, il est venu pour rester pour toujours. Parce que le roman, il est capable de s'adapter mieux que l'épopée, par exemple. Mais peut-être dans notre perspective personnelle, je ne sais pas, peut-être d'ici 200 ans, 300 ans, le roman comme nous connaissons aujourd'hui va disparaître complètement et on aura l'apparition d'un nouveau genre littéraire. Peut-être, c'est possible, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, on n'est pas capable de le dire, on est capable de décrire l'apparition du roman dans la modernité et sa présence encore aujourd'hui. Et peut-être nous vivons encore l'apogée du roman. Tu vois? Et en fait, ça c'est important de penser la méthode de Taine et de Brunetière, ce sont de l'ordre de la théorie. Ce sont des discours qui expliquent les phénomènes littéraires. Et s'ils expliquent, ils expliquent partiellement la littérature. Ils ne vont pas être capables de tout expliquer. Et ça, c'est quelque chose de très important dans cette discipline, parce que si vous pensez, si vous avez pensé que vous alliez arriver ici et sortir avec une conception de pour étudier la littérature, il faut faire comme ça, vous allez sortir de cette discipline déçu. Parce que, en fait, c'est pas possible. Il y a plusieurs façons d'analyser, d'étudier, de décrire, de critiquer, de juger la littérature. Ça dépend. Et assez souvent, c'est à nous de faire nos choix par rapport à notre goût, à notre idéologie et aux valeurs que nous avons. Et individuellement, nous avons tous et chacun une façon de voir le monde, de voir l'art, de voir la politique. Et ça déborde ou ça retombe dans notre façon d'analyser la littérature. N'est-ce pas? Il y aura, et vous êtes capable d'identifier ça, dans les professeurs que vous avez. Il y a ceux qui vont préférer voir la littérature comme représentation de la femme, de la classe sociale, d'autres qui vont analyser la littérature comme objet textuel. N'est-ce pas? On lit le texte. On peut être très strict dans ce genre d'analyse. C'est écrit dans les textes littéraires, oui, donc on peut analyser, on peut interpréter de cette façon. Si il faut sortir du texte pour expliquer, non, c'est plus valable. Là, je vous donne des extrêmes, n'est-ce pas? C'est pas les jours ou la nuit comme ça. On peut aussi avoir des solutions plus équilibrées que ces extrêmes-là, d'accord? Donc, voilà.
Ici, voilà, Brunetière cherchera à expliquer la littérature, à expliquer par la littérature elle-même, c'est-à-dire par les genres. Et je pense que, oui, je vais terminer avec cette partie-là. Et je vais vous laisser ce texte, vous pouvez le lire comme vous voulez après. Donc, ici, c'est Compagnon qui résume la méthode critique de Brunetière. Les genres littéraires ont une vie propre et ne sont pas des étiquettes, ils existent. Il y a la poésie, les romans, le théâtre de l'absurde, la poésie en prose, la poésie lyrique, la poésie épique, les romans autobiographiques, ce sont des genres et ils existent. Ils se différencient comme les espèces, parce qu'il va faire cette analogie avec la science naturelle ou biologique. Ils se fixent, ils ont donc une permanence historique, une existence individuelle, une existence comparable à la vôtre ou à la mienne, avec un commencement, un milieu et une fin. À sa maturité, les genres se conforment à une idée intérieure de sa définition, comme la poésie lyrique, c'est l'expression de la subjectivité. Les romans est cela, l'autobiographie est ceci. Ensuite, il se modifie suivant des forces déstabilisantes à analyser. Les mutations brusques se fixent dans les œuvres canoniques. C'est-à-dire, il va considérer la possibilité de transformation littéraire à partir de la transformation du genre littéraire. C'est-à-dire, par exemple, au XIXe siècle, on a toujours fait la poésie en vers. Au XIXe siècle, nous avons Baudelaire, nous avons Rimbaud qui vont introduire les poèmes en prose. À la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, on a toujours fait le vers métrifié. On va abandonner le maître du vers et on va faire le vers libre. Donc, il y a ce genre de transition, de transformation. Et finalement, ils se transforment, suivent une loi générale qui régit les relations des genres entre eux. La loi de la sélection naturelle détermine l'engendrement progressif des genres et la généalogie des genres. Il va utiliser ici la sélection naturelle pour essayer d'expliquer pourquoi certains genres vont se fixer et d'autres vont être abandonnés. Par exemple, pourquoi les romans ont substitué l'épopée. On peut chercher et expliquer pourquoi le changement de vision du monde, parce que l'épopée prévoyait une vision mythique du monde, le roman est représente mieux un monde désenchanté, moderne, etc., etc. D'accord? Ilana? Non, seulement une chose, parce que une théorie, pardon pour le bruit, mais je pense que l'épopée peut-être à s'adapter comme les films des super-héros ou des jeux vidéo. Oui, oui. Mais tu vois, Ilana, ton commentaire montre une limite de cette théorie de Brunetière. Parce que, pendant que tu faisais ta question, je pensais à un professeur brésilien qui a été mon professeur en France quand j'ai fait mon échange universitaire en 2004, qui étudiait l'épopée moderne. Et il cherchait une certaine continuité de l'épopée classique dans la poésie contemporaine. Et il a trouvé des manifestations poétiques contemporaines au XXe siècle et au XXIe siècle qui étaient
une espèce de continuité de l'épopée. Là, tu m'as apporté les jeux vidéo et les films à super-héros comme des continuités. On peut voir une continuité de l'épopée classique dans ce genre de manifestations artistiques, évidemment. Et donc, vous voyez que peut-être on peut essayer de tracer cette continuité qui cherche Brunetière de l'évolution littéraire, mais il y a aussi un phénomène et raison pour laquelle on ne peut pas expliquer l'histoire de l'art et l'histoire littéraire comme l'histoire sociale, parce qu'il y a des ruptures, des continuités, il y a des suspensions et de reprises après. Vous voyez, donc l'idée de rupture et continuité, tout simplement, n'explique pas l'histoire de l'art et l'histoire littéraire, parce que ça se fait d'autres façons. Et donc, nous avons, comme je disais, des interruptions et de reprises selon un mouvement individuel. Et vous voyez que peut-être au niveau artistique et littéraire, un mouvement personnel d'un artiste ou d'un écrivain peut changer complètement l'histoire littéraire, tandis que, comme individu, j'arrive pas à changer l'histoire sociale, n'est-ce pas? Pour vous donner un exemple drôle, genre aujourd'hui, on parle de, il y a toute une discussion sur la famille, n'est-ce pas? Et jusqu'à très récemment, il y avait des gens qui arrivaient à enregistrer une union stable entre 3 personnes ou 4. Et aujourd'hui, on parle de polyamour, par exemple, n'est-ce pas? Même si la loi ne permet pas, et on suppose qu'on va assembler ou réunir 3 ou 4 personnes qui veulent vivre ensemble, comme une famille, comme un couple à 4, par exemple. Ça ne va pas changer la façon officielle de vivre en couple, parce que ce sera tout simplement un acte individuel qui n'aura pas la force de changer l'histoire de mœurs. Peut-être ce sera le premier mouvement, n'est-ce pas? Par contre, dans l'art et la littérature, parfois, un mouvement individuel d'un artiste est capable de tout changer. Parce que il peut être recopié ailleurs ou tout simplement changer notre façon de penser l'art. N'est-ce pas? Pensez par exemple à Madame Bovary, où le fait n'est pas forcément Madame Bovary, mais le style indirect libre de Flaubert. O estilo indireto livre, eu ia falar livre, livre de Flaubert, introduz na narrativa uma confusão que a gente não sabe se o que a gente está tendo é o sentimento da personagem ou se é o narrador entrando na personagem. É uma coisa confusa, a gente não tem uma clareza do que é o narrador e do que é a personagem. Talvez essa seja a maior inovação, mais do que o escândalo da infidelidade da Emma Bovary. E isso foi copiado depois. Et donc, vous voyez que c'était un mouvement individuel d'un écrivain en France qui va influencer le réalisme un peu partout, même au Brésil. Vous voyez? Et donc, je termine là la discussion sur Brunetière. Et il est midi maintenant. Et j'avais un texte ici de Jules Lemaître. Si vous me donnez 5 minutes, donnez-moi
30 secondes juste pour me décider ici. Voyons ici. Oui, la semaine prochaine, on verra Gustave Lançon. Oui, je vais faire comme ça. Je vais lancer l'idée de la critique impressionniste. Et la semaine prochaine, je continue la discussion sur la critique impressionniste et j'entre dans la critique, dans l'histoire littéraire de Lançon. Parce que Lançon, il va, d'une certaine façon, il va croiser la critique scientifique et la critique impressionniste. Mais je veux vous laisser quand même planter la sémence de la critique impressionniste. Donc, nous avons ici un texte, un livre de Jules Lemaître, représentant de la critique impressionniste. Et vous voyez ici les titres. Je vous demande 5 minutes. Si vous devez partir, partez, c'est pas grave, le cours restera enregistré, vous pouvez regarder après. Mais je voudrais terminer cette discussion. Donc, nous avons ici le texte, le livre de Jules Lemaître, à la fin du XIXe siècle. Le titre, c'est « Les contemporains, première série », sous-titre « Études et portraits littéraires ». Contemporain parce qu'il va se concentrer sur une littérature contemporaine. Assez souvent, la critique professionnelle, académique, universitaire, scientifique va se concentrer dans l'histoire littéraire et assez souvent, ils vont expliquer les périodes précédentes. Et la critique journalistique et la critique impressionniste va se concentrer dans la littérature contemporaine, qui n'est pas encore systématisée. Et comme elle n'est pas encore systématisée, c'est plus facile de rester sur les goûts, sur les impressions personnelles de lecture. Et nous avons un problème avec Jules Lemaître, qu'il n'a pas systématisé beaucoup sa façon de faire sa critique. Mais ici, dans ce livre, il va initier quelque chose. Et donc, dans cette première série, nous avons ici, tout simplement, voici quelques articles, quelques-uns des articles que j'ai fait paraître dans la revue Bleu. Donc, vous voyez qu'il a publié ces articles dans une revue littéraire. Une revue littéraire qui était une espèce de journal, n'est-ce pas, de circulation facile, de circulation sociale facile. Il continue. Je ne pense pas qu'il s'en dégage encore ni une doctrine littéraire, ni une philosophie, ni une vision, ni une vue d'ensemble sur la littérature contemporaine. Donc, je ne pense pas qu'il s'en dégage. On ne peut pas retirer ni une doctrine, ni une philosophie, ni une vision d'ensemble. Ce sont que des impressões sincères notées avec soi. Então, a crítica dele, o que ele faz como crítica são impressões sinceras anotadas com cuidado. Donc, vous voyez qu'il va placer sa façon de faire la critique, il va concentrer sur sa vision personnelle, sur ses impressions de lecture. Dans cette conception des critiques impressionnistes, le critique littéraire sera tout simplement un lecteur. Un lecteur qui écrit ses impressions, qui les fait publier dans des revues, c'est-à-dire il va faire circuler socialement ses impressions dans des textes écrits, mais il ne va pas assumer une posture comme les grands sages. Il est tout simplement un lecteur qui écrit ses impressions. Et à quoi sert cette critique? Elle sert à l'identification d'autres lecteurs. C'est-à-dire, moi, en tant que lecteur, je vais lire le roman ou la poésie, peu importe, je vais lire les impressions de lecture d'un critique comme Jules Lemaître, et je peux m'identifier avec lui et dire, oui, j'ai ressenti la même chose.
ou non, je pense différemment. D'accord? Mais ce genre de critique va se placer du côté du goût, des impressions, de la réception de l'œuvre. Je continue parce qu'en fait, cette préface, elle est courte, c'est tout simplement ici, et il aura ce texte-là en guise de préface qu'il va développer un peu plus. Bon, je ne vais pas entrer dans ce texte. Je vais les disponibiliser dans les fichiers correspondants à Jules Lemaître. Je vais vous laisser tout ça noter et donc vous jetez un coup d'œil, vous lisez cette préface pour la semaine prochaine. Mais on a tout simplement aujourd'hui entré dans la méthode positiviste, scientifique de Taine et Brunetière, et je vous ai indiqué plus ou moins la direction de la critique impressionniste. Et les noms expliquent déjà pas mal de choses. Ce sont les impressions personnelles, subjectives du critique. Et donc, je vais vous laisser ce texte-là de Jules Lemaître en guise de préface. C'est un texte court de 4 pages dans lequel il explique pas mal de choses très intéressantes. Et je vais vous laisser aussi l'article sur la querelle de l'impressionnisme. D'accord? Mais je vais vous laisser tout ça, comme j'ai fait la dernière fois, l'indication de texte à lire, à jeter un coup d'œil, à vérifier. Est-ce que vous avez encore des questions? Non? Non, ça va. D'accord. Je sais que c'est trop d'informations, mais comme je viens de dire tout à l'heure, maintenant on commence à ajouter ou à assembler toutes ces pièces qui, jusqu'à la semaine dernière, Daniel vous a donné voix et revendiqué qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Mais je pense que peu à peu, j'arrive à assembler toutes ces pièces, toutes ces informations pour vous expliquer plus ou moins de quoi il s'agit les études littéraires aujourd'hui. Parce que ce que nous avons aujourd'hui comme études littéraires, c'est quelque chose d'hybride qui assemble un peu de la méthode scientifique, un peu de la critique impressionniste, la biographie, etc., etc. Et en fait, il n'y a aucun problème, comme Ilan m'a demandé tout à l'heure, si on peut choisir plusieurs méthodes. Oui, si pour l'étude que nous proposons faire d'un texte littéraire ou d'un auteur ou d'un ensemble d'œuvres littéraires, si nous avons besoin d'ajouter plusieurs perspectives critiques, théoriques, ce n'est pas grave. C'est propre des études littéraires de faire cette espèce de mosaïque, d'accord? Ou de constellations comme je l'ai dit tout à l'heure. Et raison pour laquelle j'insiste à faire une discipline comme celle-là, assez souvent lourde, difficile, avec beaucoup d'informations, mais l'idée c'est de vous donner un répertoire, de savoir que ça existe et pouvoir choisir quand vous voulez faire vos études littéraires, si vous voulez les faire. D'accord? Ce que je vous propose ici, c'est plutôt de prendre contact avec des possibilités d'étudier la littérature, des différentes possibilités d'étude de la littérature. C'est clair? Oui, D'accord. oui, Merci. c'est clair. Ok. Et je pense que peu à peu, ça devient encore plus clair. Et c'est mon but. Si ça reste encore confus,
n'hésitez pas à m'interrompre ou à me demander d'expliquer un peu plus certaines choses. D'accord? Et c'est ça. Je sais que c'est complexe, c'est difficile, mais j'essaye de rendre le plus clair possible, sans perdre la complexité de ce débat. C'est ça. Okay. Si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis au revoir et bon appétit. Bon appétit. Au revoir et c'est ça, à la semaine prochaine. La semaine non, je vous laisse un mot, parce que la semaine prochaine, c'est le 7 septembre, et donc je vais repousser les cours à jeudi. Donc, la semaine prochaine, on aura cours jeudi. D'accord? Mais je vous laisse savoir dans notre plateforme. Merci. Au revoir.